Je suis un vieux routier des questions agricoles parce que dès mon jeune âge, j'ai été très associé au premier syndicat agricole des années 55-60. Voyez, D'accord. de la grande révolution agricole des années 60. Voyez. Ouais, Et donc très souvent, les syndicats agricoles venaient ici même pour préparer les stratégies, etc. Donc je suis un vieux routier, donc pour moi, les questions d'agriculture sont très présentes pour moi. Voilà. D'accord. La première question qu'on avait, c'était de savoir quel regard vous portiez justement sur l'évolution du monde agricole et plus particulièrement du métier d'agriculteur quand on regarde les 100 dernières années. La SCAEL fête ses 130 ans, donc Oui, c'est quelque chose qui nous tenait à cœur de savoir. C'est une vraie question parce que je vais vous raconter. Le 1er janvier de l'an 2000, un journaliste est venu me voir et m'a demandé quel est l'événement le plus important du XXe siècle. Et je lui ai répondu l'exode rural. Alors il attendait que je parle des guerres, il attendait que je parle des révolutions, etc. Et il a dit, me vous foutez de ma gueule, vous voyez, comme ça, parce qu'il n'avait pas du tout pensé à cette affaire-là. Et c'est qu'on regarde les chiffres, ma réponse était pourtant pertinente. Je veux dire par là qu'au début du siècle, en France et dans les pays analogues aux nôtres, nous étions plus de 60% d'agriculteurs. Et qu'à la fin du siècle, nous étions 1% d'agriculteurs, et aujourd'hui, je crois, nous sommes 0,8% d'agriculteurs. Or, nous étions 60% d'agriculteurs depuis le néolithique, c'est-à-dire date à laquelle on a inventé de domestiquer les espèces de faune et de flore. Par conséquent, le XXe siècle, ça a été d'une certaine manière la fin du néolithique. On ne peut pas imaginer une date plus importante. Vous voyez, les guerres à côté de ça, c'est rien. Et donc, à cette époque-là, pendant le siècle, si vous voulez, la grande majorité, même l'unanimité de la population française était parfaitement au courant de ce qui se passait dans le monde agricole. Même quelqu'un qui était médecin, avocat, n'importe quoi dans une grande ville, avait des attaches avec l'agriculture et connaissait les processus de production. Vous voyez. Aujourd'hui, la plupart de mes étudiants et la totalité de mes collègues ignorent parfaitement tout ce qui touche au monde agricole. Voyez. Et là, la coupure est vraiment, vraiment très importante. Alors ça, c'est, si vous voulez, le côté numérique et statistique de la démographie. C'est ma première réponse. La seconde réponse est plus proche de ce que vous m'avez posé comme question, c'est-à-dire, qui est l'agriculteur d'aujourd'hui ? Eh bien, si vous faites l'expérience, vous l'avez plus que moi, l'expérience de l'agriculteur d'aujourd'hui, c'est un homme dont le métier a tellement évolué par rapport à tous les autres que d'une certaine manière, il est obligé de tout savoir. De tout savoir. C'est-à-dire, il est obligé de savoir quelle est, disons, un peu de météo quand même, pour savoir comment travailler. Il est obligé de savoir un peu de chimie à cause des engrais. Il est obligé de savoir un peu d'écologie à cause de ce que vous savez. Il est obligé de savoir quel est l'état de la bourse aujourd'hui du blé et des céréales, surtout dans la Beauce, vous voyez. Il est obligé de savoir de la mécanique, puisqu'il utilise des outils très sophistiqués, etc. Quel est le métier où il faut savoir tant de choses, vous voyez. Et là, j'ai des expériences du monde agricole extraordinaires à ce sujet. Il m'est arrivé de faire des conférences dans des petits bleds, c'est-à-dire des chefs-lieux de canton, pas plus, où j'avais devant moi des gens qui avaient le cul sur le tracteur le matin, il n'y a aucun doute là-dessus, vous voyez. Eh bien, les questions qu'ils posaient étaient d'un raffinement extraordinaire, parce qu'ils savaient tout ce que je vous dis, que souvent, moi, je ne savais pas, vous voyez. Et si vous revenez à Paris, 8 jours après, à l'Académie française dont je fais partie, avec un débat de la même façon, avec des noms très connus, tels que je ne les citerai pas parce que vous les connaissez par cœur, le débat est quelquefois de moins bon niveau. Vous voyez, de moins bon niveau. Et alors, je reprends maintenant ce que je disais tout à l'heure. Au début du XXe siècle, l'agriculteur était considéré comme un monstre d'ignorance, vous voyez, et aujourd'hui, c'est un homme titulaire d'un énorme savoir. Vous voyez, la différence est gigantesque. Alors, numérique du point de vue de la démographie, mais du point de vue de l'expertise, impressionnant, vraiment impressionnant.
Voilà, l'agriculteur d'aujourd'hui, c'est ça. Et l'agriculteur du futur, c'est certainement ce profil-là qui va demeurer, certainement. Aujourd'hui, on assiste à une financiarisation grandissante du bien alimentaire, pas que, mais notamment du bien alimentaire, qui amène une certaine perte de sens parfois. Aujourd'hui, est-ce qu'on ne pourrait pas envisager, au même titre que pour le bien culturel, on parle d'une exception culturelle, est-ce qu'on ne pourrait pas envisager quelque chose qu'on pourrait appeler une exception agricole ? Oui, j'ai beaucoup travaillé, je travaille encore beaucoup là-dessus, parce que voilà, les problèmes posés du point de vue financier par l'agriculture, c'est en effet non pas la concurrence, je ne crois pas que ce soit vraiment la concurrence, c'est un peu la concurrence certainement, entre les agricultures qui sont fortement créditées, si vous voulez, et d'autres qui ne sont pas, bon, très bien, mais c'est pas seulement ça, c'est surtout le fait que les produits alimentaires sont des produits qui sont en bourse. Et comme ils sont en bourse, ils sont réellement, comment on dit quand on spéculatif, non Spéculatif. Voilà, c'est ça. Ils sont l'objet de spéculation boursière. Je cherchais le mot. Très bien, merci beaucoup. Ils sont l'objet de spéculation boursière. Et il arrive parfois qu'il y ait des agriculteurs dans tel et tel pays qui crèvent de faim, alors que l'agriculture est prospère. Parce que simplement, un coup de spéculation et ce qu'ils vendent ne vaut plus rien. Vous voyez ? Alors, ils ont travaillé, ça ne vaut plus rien, mais ils sont ruinés à cause de ça. Par conséquent, un des buts de mon idée, l'idée que j'avais là-dessus, c'était de enlever les produits alimentaires de toutes les bourses. Qu'il y ait des produits industriels, d'accord, qu'il y ait des produits de services, d'accord, mais qu'il n'y ait jamais plus de produits alimentaires. Et que les produits alimentaires soient hors spéculation boursière. Alors c'est peut-être utopique, hein, mais on ne fait jamais de nouveautés sans utopie. Vous voyez, bon. Alors bien sûr, pour souligner ce projet-là, c'est-à-dire un projet où... Alors, attendez, je voudrais dire quelque chose de plus. C'est-à-dire que il faudrait apprendre aux gens ce que c'est que manger. Il faudrait apprendre aux gens ce que c'est que manger. Et que dès le moment où ils prennent conscience de ce que c'est que manger, ils vont s'apercevoir très vite qu'ils dépendent de l'agriculteur. Que c'est l'agriculteur qui les nourrit. Que c'est l'agriculteur qui nourrit le monde. Et par conséquent, que s'il n'y avait pas d'agriculteur, ils crèveraient de faim. Que s'il n'y avait pas d'agriculteur, il n'y aurait pas de nourriture. Et par conséquent, apprendre aux gens vraiment ce que c'est que l'acte de manger, qui n'est pas seulement un acte biologique, mais c'est aussi un acte politique. Et il y a en moi quelque chose qui est c'est aussi un acte sacré, presque. Vous voyez, bon. Et de dire tout ça dépend de l'agriculteur. Et du coup, dès que la population serait consciente de ce que c'est que l'aliment, elle s'apercevrait très très bien de cette décision dont je parle. Et d'enlever les produits alimentaires de la spéculation boursière. Alors, évidemment, ce qui amènerait beaucoup à ça, c'est de décider mondialement qu'il y ait une exception alimentaire. Alors, qu'il y ait une exception agricole. Alors, lorsqu'on a parlé d'exception culturelle, on en a parlé presque pour la France. Mais ce n'est pas de la France que je parle là. Il faudrait dire que pour le monde entier, il y ait exception agricole. Voilà. Qu'il y ait une exception agricole. D'ailleurs, je vous signale quand même que culturel, ça veut dire culture. Et que la culture, que je sache, c'est pas seulement ce qu'on dit à l'académie, c'est aussi ce qu'on fait sur la terre, n'est-ce pas ? Voilà. Et que l'exception agricole s'ensuivrait presque logiquement de l'exception culturelle. Alors, vous voyez, premièrement, ôter les produits alimentaires de la spéculation boursière, et deuxièmement, essayer de faire advenir cette exception agricole. On résume souvent la problématique de l'innovation agricole par les OGM, dont on a un regard critique, d'ailleurs c'est un thème en soi, aussi sur l'innovation dans le domaine de la chimie, mais en vérité, et on applique souvent le principe de prudence, et je voulais savoir quel regard vous avez là-dessus, comment vous voyez l'évolution du monde agricole. Il y a plusieurs questions dans votre question. Il y a d'abord l'innovation, ensuite la chimie, ensuite les OGM, etc. Oui, mais il faut y répondre.
Alors, l'innovation, vous tombez bien, mon métier, toute ma vie, ça a été d'enseigner l'histoire des sciences. Quand on enseigne l'histoire des sciences, on tombe toujours sur les inventeurs. Qui a inventé, comment, pourquoi, etc. Alors il faut mettre dans la tête du public que le mot innovation est galvaudé, comme vous l'aviez dit, et qu'il est à la mode, mais que personne ne comprend ce que ça veut dire. Tout simplement pour la raison suivante, c'est que dès que quelque chose est nouveau, on ne le voit pas. C'est très simple. Quand quelque chose arrive, une invention nouvelle, personne ne la comprend, parce qu'elle est nouvelle. Et si on la comprend, c'est que c'est une vieillerie, puisqu'on est habitué à la comprendre. Et par conséquent, même les sociétés les plus savantes, les plus averties, les plus intelligentes, comme les sociétés de physique, etc., ont toujours refusé les inventeurs, toujours. Ils ont toujours été oubliés, persécutés, quelquefois suicidés, quelquefois, vous voyez. Et celui qui a gagné la gloire, c'est toujours le second, le troisième, le quatrième, celui qui arrive au moment où la société l'accepte. Vous voyez. Bon. Voilà pour l'innovation. Alors maintenant, pour ce qui concerne la chimie. Les agriculteurs savent mieux que moi. Dans le public, on oppose souvent chimique et naturel. Hein? Ça, c'est facile. Je prends du bio, ça, c'est pas chimique. Et vous vous rendez compte de la sottise que ça représente, ça? Parce que tout de même, si je réfléchis une minute, vous savez sans doute que nous sommes des animaux, et que les animaux se déplacent, ils courent. Ils courent pourquoi? Pour attraper leur proie, pour ne pas être rattrapés par leurs prédateurs, et pour trouver une femelle, en gros. Hein? C'est pour ça qu'ils courent. Oui, mais l'embêtement, c'est que la flore ne court pas, elle ne bouge pas. Alors comment fait-elle pour échapper aux prédateurs, pour attirer les proies et pour attraper les femelles? Ah, comment elle fait? Eh bien voilà, elle invente la chimie. Et oui, elle invente des parfums pour attirer les proies, elle invente des poisons pour repousser les ennemis, et ces parfums, ces poisons, qu'est-ce que c'est? C'est des produits chimiques, n'est-ce pas? C'est-à-dire la chimie est naturelle, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, c'est pas la peine d'être un grand clerc pour savoir que nous sommes des êtres biochimiques, hein, bon, avec des ADN, des cellules, tout ce que vous savez. Bon. Par conséquent, il n'y a pas de différence entre la chimie et le naturel. Il faut quand même le dire, quoi. Bon. Cette année 2016 est une année particulièrement difficile pour l'agriculture céréalière française, on va dire, au sens large. Il y a de plus en plus d'événements climatiques qu'on considérait avant comme exceptionnels qui deviennent de moins en moins exceptionnels. Il y a une financiarisation du bien agricole. Il y a tout un tas d'éléments qui font dire que parfois les agriculteurs se sentent un peu écranglés. Oui. Comment leur redonner, en gros, quelle est votre vision du futur? Comment leur redonner, non pas de l'espoir, mais les clés de leur... Alors, je vous répondrai deux choses. La première, c'est que je ne suis pas Madame Soleil. C'est-à-dire que c'est très difficile de dire comment demain sera-t-il fait, n'est-ce pas? Je ne sais pas. Je le sais aussi mal que vous, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, on a bien vu pour le Brexit, même pour du Juppé, etc., à quel point les sondages étaient faux, même pour Trump, vous voyez? Bon, par conséquent, ceux qui s'aventurent dans le futur sont sûrs d'être ridiculisés demain matin. Donc, Madame Soleil, attendez-vous à Madame Soleil pour ça, pour l'avenir. Cela dit, pour être sérieux dans ce cas-là, il faut travailler précisément à... Vous avez parlé de climat d'une part et d'autre part de financiarisation. Alors pour la financiarisation, j'ai proposé ce que j'ai pu tout à l'heure. Pour le climat, je ne peux pas proposer de changer le climat, bien entendu, mais je remarque que les candidats à la présidentielle aujourd'hui, enfin pour les primaires, il n'y avait pas eu de discussion sur le climat. C'est quand même extraordinaire, au moment même où se passe la réunion cette semaine, vous voyez. Et par conséquent, il n'y a probablement pas de problème plus urgent que de traiter cette question-là, et c'est une grande catastrophe que M. Trump n'y croit pas. Oui, oui. Et ça, en effet, on est mal parti de ce côté-là. Cela dit, je l'ai dit tout à l'heure, il me semble, les nouvelles technologies accentuent beaucoup le côté individuel de la personne.
Et d'ailleurs, toutes nos lois et tous nos efforts démocratiques depuis déjà un siècle et demi ont tenté de rendre l'autonomie à la personne. Et donc d'inventer l'individu. Et l'individu est arrivé. Mais cependant, c'est-à-dire ce faisant, au moment où l'individu arrivait, les anciennes appartenances étaient en train de s'écrouler. Il n'y avait plus la paroisse, il n'y avait plus... la mairie est devenue un peu plus abstraite, il n'y a plus d'équipe, etc. Oui, bon. Donc il est de plus en plus difficile pour un individu de se référer à une communauté. Et un des grands problèmes d'aujourd'hui, qui touche pas seulement à l'agriculture, mais mon métier comme le vôtre, le métier d'enseignant comme le métier d'agriculteur, c'est d'inventer de nouvelles communautés ou de rendre plus modernes les anciennes communautés, les anciennes mutualités, les anciennes coopératives. Ça renvoie à notre modèle de gouvernance, tout à fait. Oui, l'avenir, c'est les coopératives, il n'y a pas de doute. Oui, oui. Et oui, justement, quand vous dites ça, comment vous voyez les coopératives ? Justement parce que l'individualisme pousse au fait à la fermeture, forcément. Et dès lors qu'un métier est traité de façon fermée, il mourra, il n'y a pas de doute, il faut qu'il s'ouvre. Oui. Et donc, il faut inventer une nouvelle communauté. C'est pas commode, mais je crois que c'est une des questions ouvertes à la nouvelle génération. Voilà. Alors, comment faire ? Je vais vous raconter quand même une histoire qui m'avait beaucoup frappé. Il y a quelques années, des dizaines d'années, je ne sais plus, je devais avoir 40 ans peut-être, c'est donc déjà très très loin, il y avait eu à Paris, vous parlez de céréaliers, il y avait eu à Paris, organisé par je ne sais plus quel syndicat agricole, une moisson sur les Champs-Élysées. Vous ne vous en souvenez pas parce que vous êtes trop jeune. Si vous vous en souvenez, il y avait eu la moisson sur les Champs-Élysées. Et le bonheur, c'est que c'est moi qui avais fait le discours introductif à cette moisson. J'étais ivre de joie, forcément. Vous ne pouvez pas vous rendre compte le succès que cette manifestation a eu au lieu des Parisiens. Les Parisiens se jetaient sur les épis pour en prendre un ou deux pour les amener chez eux. On avait l'impression d'une grande fête commune entre le paysan et le citadin. Faites ça le plus souvent possible. Voilà. C'est-à-dire, la moisson sur les Champs-Élysées est un exemple qui n'a pas été repris, mais de mettre l'agriculture dans la ville et la faire connaître, c'est, je crois, une mission que vous devriez remplir presque annuellement, quoi, je crois. La moisson sur les Champs-Élysées, voilà. Je sais pas moi, ou la ville. La pneumonie pour nous. Il est certain que 1 plus 1 plus 1 plus 1, ça ne fait que 4. Mais que le modèle coopératif multiplie, tout simplement. C'est-à-dire que c'est un produit, c'est pas une addition. Et donc souvent, grâce à la coopération, on peut produire des choses beaucoup plus importantes qu'on ne produirait avec la somme. Par conséquent, il est vrai qu'il faudrait mieux donner à chacun, qui sont attirés de plus en plus par l'individualisme, comme je l'ai dit, leur donner l'idée qu'à plusieurs, ils peuvent arriver à des performances très très supérieures, y compris pour la finance, y compris pour les achats, y compris pour les ventes, vous voyez, ou la publicité même. Oui. Mille excuses de ne pas être là, et par conséquent, je laisse la parole à qui est présent alors que je suis absent. Merci.